Alors, chaussage et sport de ballon. Bonjour d'être là. Alors, on va parler donc de la chaussure du sport en général. C'est quoi le petit truc pour faire passer là? Le vert, c'est ça? Le vert, oui. Ok. Tu diriges là-bas. D'accord. À l'époque ancienne, donc à l'époque des Jeux Olympiques antiques, ils n'avaient pas beaucoup de chaussures de sport. Ils avaient surtout des sandales. Ils s'en servaient uniquement pour se protéger des sols et protéger les températures, et aussi pour des questions d'hygiène. L'évolution du sport depuis à peu près 150 ans ont fait que les industriels se sont vraiment posé la question de savoir s'il ne fallait pas améliorer le chaussage pour améliorer les performances et aussi améliorer en fait les problèmes post-traumatiques. La première chaussure qui est apparue sur le marché, c'était aux États-Unis dans les années 1868, qui était fabriquée en caoutchouc et en toile. Puis après, on a eu l'arrivée des Anglais par Foster, qui ont créé la première chaussure pour l'athlétisme avec des clous en dessous qui accrochaient. Donc c'était le premier système biomécanique. Cette société en fait est devenue la société Reebok après. Puis la création de la mythique New Balance qui était spécialisée dans la course à pied, qui dans les années 90-2000 était la référence des coureurs à pied, et qui est devenue après dans les années plutôt 2005-2006 le phénomène sneaker chez les adolescents, la belle New Balance qui était portée par les adolescents. En 1917, la création de la première chaussure de basket, qui était la Converse, la All-Star Converse, qui a suivi le même schéma que la New Balance, qui a eu le phénomène sneakers dans les mêmes proportions. Évidemment, les Allemands ont créé la première chaussure de foot à crampons. Les champions du monde du foot ont créé la première chaussure à crampons par les frères Dacier, avec Adolphe Dacier qui a créé juste après la guerre la société Adidas, qui était une référence effectivement dans le foot aussi. La création de la marque Springcourt chez les Français, qui était une chaussure spécialisée dans le tennis, toujours en toile et en caoutchouc. Et après, on a eu l'apparition d'Asics, Mizuno, Nike, la firme Nike en 1972, et puis l'utilisation des premiers systèmes d'amortisseurs EVA chez Brooks, qui est une marque américaine, qui ont suivi après en 1987, je crois, par la mixité anatomique, c'est-à-dire qu'on avait des chaussures pour les femmes qui étaient plus fines et moins larges. Et puis l'apparition de la Five Finger de chez Vibram, et enfin, alors je l'ai pas rajouté là, mais la Noka One, qui est un autre système en fait français, une boîte française qui a été créée il y a 5-6 ans, qui a été rachetée par les Américains il y a à peu près 1 ou 2 ans. L'anatomie de la chaussure, elle est constituée de 2 parties. Une partie tige, qui est la partie qui habille et reçoit l'ensemble du pied. Avant, on avait du cuir, on avait du plastique. Maintenant, en fait, c'est un tissu. Il y a 2 parties. La partie empeigne antérieure, avec un bout dur sur la partie avant qui va protéger les orteils, et la partie arrière qu'on appelle le contrefort, qui va être effectivement aussi un peu rigide pour stabiliser le calcanéum. Dans tous les sports, on a ces 2 systèmes-là, avec à l'intérieur un système de mousse pour protéger l'antenne du calcanéum. On a une dénivellation antéro-postérieure qui est plus ou moins importante suivant les sports. Notamment en course à pied, la dénivellation est assez importante. En hand, c'est moins important. En foot, c'est complètement plat. Et en rugby, c'est complètement plat. On a un système de lassage pour fermer la chaussure avec une empeigne. Donc, lassage, soit des molettes ou soit des scratchs. La deuxième partie de la chaussure, c'est la semelle, plutôt les 3 semelles. Une semelle amovible à l'intérieur de la chaussure qui fait entre 2 et 4 mm, 2 mm chez Adidas et 4 mm chez Asics. Avant, elle n'était pas amovible, maintenant elle est amovible. Le but principal de cette semelle-là, c'est d'être à la fois agréable, antifongique, antibactérien. Elle régule un peu la température et elle s'enlève quand on met des semelles orthopédiques ou quand on met des semelles amortissantes. La semelle intermédiaire, qui est le lien entre le pied et le sol, c'est là en fait que les industriels en fait conçoivent tout leur système biomécanique et amortissant. Donc c'est là que va résider en fait tous les systèmes plutôt techniques. Puis après celle qui est directement en contact avec le sol, qui est fait en matériaux comme des pneumatiques, des caoutchoucs. C'est pour ça que Continental, la marque de pneumatiques, travaille avec Adidas. C'est des semelles qui sont plutôt résistantes. On a du mal, nous, les podologues, à avoir maintenant l'usure des semelles. C'est là qu'il y a tous les systèmes de grippe, donc tous les crampons, toutes les pointes, tous les picots pour les trailleurs. Et c'est là aussi qu'il y a les stabilisateurs en hand et en basket. Et c'est là aussi qu'il y a les stretch, les liens entre l'avant et l'arrière de la chaussure. Le premier concept qui a été créé chez les industriels et chez l'équipementier, c'est le concept d'amorti. On estime effectivement qu'il y a 23 à 28% des pathologies microtraumatiques qui sont dues à ces problèmes effectivement de microtraumatisme. Et donc juste après les Jeux de Mexico, avec l'apparition en fait des pistes synthétiques par rapport à les pistes en terre qu'on avait avant, on a eu une augmentation des performances, mais aussi une augmentation des pathologies. Donc les industriels se sont penchés sur la question et ont créé donc un concept d'amorti avec les principaux, avec des axes majeurs en fait qui étaient réduire les vibrations, mais aussi augmenter cette énergie qui était perdue, qui était en forme de chaleur. Ils augmentaient effectivement, ils restituaient cette énergie dans un phénomène de ressort. Et le principal effort aussi qu'ils devaient faire, c'est ne pas favoriser l'instabilité qui est due à cet amorti. C'est le phénomène en fait du matelas. Quand on rebondit sur un matelas, on est un peu instable. C'est ce qui se passe quand on a trop d'amorti.
Comment sont ces systèmes-là? Ils sont tous des produits dérivés de l'industrie pétrochimique. Les premiers systèmes, c'est ce qu'on appelle les polyuréthanes. C'est des matériaux comme le liège et la mousse qui sont en soi amortissants. Ils ont un vrai amorti naturel. Donc tout le monde les connaît. C'est le sorbotane, le podiane, le noène, le joctène. C'est plutôt pour les sportifs plus lourds. Et puis après, on va avoir les EVA. Les EVA qui sont des microcellulaires. Alors il y a plein de noms dans les EVA. C'est ce que nous, on utilise aussi en podologie. Donc c'est des microcellulaires qui sont comprimés dans l'air, qui sont plus ou moins denses et plus ou moins hauts selon le type d'amorti qu'on veut faire. Et ils sont utilisés, en fait, c'est la partie blanche qu'on voit là, ils sont utilisés dans le hand, basket, dans le foot, dans tous les sports. C'est plutôt réservé pour les sportifs légers. Les deux systèmes que tout le monde connaît, c'est le système Nike et le système ASICS, donc le gel et l'air. Ce sont des matériaux, en fait, le gel, c'est du silicone. Ce sont des matériaux en fait, qui sont comprimés dans des alvéoles, plus ou moins sous pression. Ils sont répartis entre l'avant et l'arrière du pied, soit à l'avant, soit à l'arrière, ou sinon dans les crampons, on en trouve aussi, juste en dessous des crampons pour amortir les chocs au niveau des crampons. C'est un petit souci, c'est que des fois, il y a des fuites et les patients ne s'en aperçoivent pas, et du coup, ça crée une instabilité du pied lors de la pratique du sport. Et chez Nike, c'est souvent un peu rigide sur la partie postérieure aussi. L'autre système qui est plus intéressant, qu'on va développer depuis quelques années, c'est les structures déformables, avec vraiment le leader dans le marché qui est Mizuno. En fait, le principe, c'est comme les prothèses en fait, chez les handisports. C'est une plaque qui va être mise dans la semelle intermédiaire, qui va se déformer quand le patient ou le sportif va poser son pied sur terre. Il va répartir toute l'onde de choc sur toute la partie de la semelle de la semelle en fait, wave. Et puis après, ça va repartir comme un ressort pour donner effectivement plus de ressort aux sportifs. On en trouve partout, dans tous les types de sports. On en trouve même chez les sportifs, footballeurs et rugbyman. L'inconvénient, c'est que ces plaques cassent. Quand on n'a pas la chaussure en course à pied qui est faite par rapport au poids, la plaque n'est pas suffisante et des fois, elle casse sous le poids du patient. C'est un concept qui a modéré le concept de l'amorti parce qu'on n'a pas vraiment d'études, on n'a pas vraiment de consensus sur le fait que c'est bien ou pas. Ce qu'on sait par contre, c'est que trop d'amorti atrophie le capiton plantaire sur les parties avant et arrière. On sait effectivement aussi que ça crée souvent une augmentation de la surcharge de travail musculaire. On sait que c'est aussi souvent une atrophie proprioceptive et qu'il y a ce phénomène de stabilité. Donc le sportif doit impérativement prendre en compte son poids, son sport et son type d'entraînement pour avoir le meilleur amorti. En tout cas, ce qui est clair, c'est qu'en nous, podologues, on ne met jamais d'amorti sur une semelle orthopédique parce qu'on va déstabiliser nos corrections et donc on met très peu d'amorti sur la semelle orthopédique. En tout cas, on n'en ajoute pas. Les concepts biomécaniques, il y en a beaucoup, il y en a énormément, elles évoluent de jour en jour. On avait les vieux concepts, ce qu'on appelait le système torsion chez Adidas, qui a créé qui soi-disant créé le syndrome de l'essuie-glace. On a eu le système axe droit en course à pied, qui contrôlait la pronation. Un système qui est très intéressant dans le basket, hand et volet, c'est le système FeatureWear qui a été développé par Adidas, qui était le principe en fait de ce triangle de stabilisation, le complexe tarso-métatarsien. On mettait des renforts sur M1, M5, sur la civile du 5e méta et sur le calcanéum, et on contrôlait lors des mouvements de saut et d'impulsion en fait la pronosupination, responsable souvent des entorses chez les handballeurs. Et c'est un système qui était très apprécié des handballeurs. J'en parlais tout à l'heure avec Patrick. Le seul souci, c'est que c'est des chaussures qui sont un peu mastoc. Et donc, des fois, c'était un peu raide pour certains sportifs. Mais c'est un système qui est très apprécié et qui est très intéressant. De toute façon, Adidas a toujours fait des systèmes très intéressants. Après, ils n'étaient peut-être pas tout le temps physiologiques, mais très intéressants, en fait, à chaque fois. L'autre système, en fait, dont on peut parler, puisqu'on a un sport de ballon, c'est le système des chaussures de foot à lamelles. Alors, c'est fini, en fait, la Copa mondiale que portaient tous les anciens footballeurs, qui était très appréciée parce qu'elle était très proche du pied. Maintenant, place aux chaussures de foot à lamelles, qui est utilisée par plus de 80% des joueurs en Ligue 1 et Ligue 2, et quasiment par 100% des amateurs. Pourquoi ? Parce que c'est Nike, donc c'est fluo, donc c'est beau, et en fait tous les amateurs prennent cette chaussure-là. À côté de ça, elle a des avantages quand même, elle est assez légère, elle enveloppe bien le pied, c'est comme une chaussette. Donc les lamelles, en fait, ce sont les petites zones qui sont en dessous le pied qui remplacent les crampons, qui vont faire 2 mm de largeur sur 5-6 mm de longueur. Le problème de ces chaussures-là, et ça crée la polémique souvent dans les milieux professionnels, notamment Claude Puel, quand il était à Lyon, a interdit à ses joueurs de porter ces chaussures-là. Et Adil Rami, qui est maintenant le défenseur de Marseille, a dit qu'il s'était fait des croisés avec. Le problème, c'est que sur les terrains un peu glissants, comme les terrains synthétiques, on a des risques de glissade importantes et souvent, les lamelles tranchantes coupaient les joueurs au niveau des jambes. Et le deuxième problème, c'est que sur des sols un peu secs, elles accrochaient beaucoup trop et elles créaient des problèmes d'entorse. Après, on a dit que ça favorisait les problèmes d'adducteurs. Le problème, c'est qu'en foot, les problèmes d'adducteurs, il y en a beaucoup, donc on n'est pas sûr que ça favorisait le problème des adducteurs. Le gros système qui a été mis en place par les ingénieurs et par les équipementiers, c'est le contrôle de la pronosupination en course à pied. Ça, c'est là-dessus qu'ils travaillent en permanence.
Donc un petit rappel de biomécanique, en fait on attaque le pied sur la partie externe en supination, on se dirige vers l'avant du pied, vers le gros orteil. Lors de l'impulsion, il y a une petite phase de supination, et donc tous les mouvements internes et externes, c'est ce qu'on appelle la pronation, l'hyperpronation et l'hypersupination. Et donc les concepteurs de chaussures, en fait, ont essayé de contrôler la pronation, surtout, et contrôler aussi un peu la supination. Alors comment ils ont fait? Alors c'est très schématique ce que je dis, parce que c'est pas tout à fait ce qui se passe quand on voit les gens courir, c'est pas si simple que ça quand on les voit courir. Mais bon, comment ils ont fait? Alors ils ont créé des renforts internes très classiques, hein. Ils ont mis des EVA sur la partie interne plus dense, donc soit sur la partie postérieure, soit sur la partie médiane, soit sur la partie postérieure et médiane. On retrouve ça sur tous les équipementiers, donc ASICS, New Balance, Adidas, sauf Mizuno. Alors après, on peut se poser la question de savoir si la partie postérieure est intéressante. J'ai jamais vu quelqu'un attaquer en postéro interne, donc on peut se poser la question. C'est souvent responsable de syndrome d'essuie-glace en partie. Après, voilà, il faut en parler, c'est un autre sujet. La composante qui est intéressante, c'est celle de Mizuno, encore une fois. Je pense qu'ils ont bien réfléchi à la mécanique. En fait, il y avait une plaque pour contrôler l'amorti. Ils ont mis une double plaque sur la partie interne. Cette double plaque part de la partie arrière jusqu'à la partie juste en arrière. On voit, hein, jusqu'au bout quasiment de la chaussure. Ce n'est pas un contrôle de pronation. En fait, le but, c'est d'accompagner le mouvement vers l'intérieur et donc de le contrôler, mais de le contrôler d'une façon plus active. C'est un système qui est très intéressant. Et je pense que le système, c'est le meilleur système, sauf que, effectivement, ça part aussi de la partie arrière. Les contrôles de supination, c'est très simple, hein. On met un EVA plus dense sur la partie externe, on envoie le pied sur la partie interne. Il n'y en a pas beaucoup, mais il faut quand même en parler. Et Adidas s'est pas trop embêté, ils ont mis des voûtes plantaires dans leurs chaussures, dans le semelle amovible. C'est pas très intéressant, ça provoque surtout des phénomènes d'instabilité, souvent des flickten. Mais le meilleur système qu'elle a à l'heure actuelle, enfin la meilleure technique à l'heure actuelle qu'ils sont en train de développer, c'est, en gros, on fait plus de correction. Donc c'est la mode à l'heure actuelle, c'est ce qu'on appelle la course minimaliste. La chaussure minimaliste, en gros, on n'a plus de attaque talonnière qui est soi-disant responsable de pas mal de pathologies, pas mal de gonalgie, 7 fois plus traumatique. Le principe, en fait, c'est d'attaquer en médio-avant-pied ou en médio-pied ou en avant-pied. L'arrière du pied va s'abaisser pour contrôler. L'avant du pied, la palette métatarsienne, va s'écarter pour stabiliser. La chaîne postérieure va tracter pour amortir les chocs et après, elle va repartir pour effectivement relancer le sportif. Le pied, en fait, va travailler naturellement. Le système proprioceptif va travailler naturellement. Les fibulaires et les tibiaux antérieurs et postérieurs vont travailler. La foulée est rasante. En fait, on caresse un peu. Hein. C'est comme si on courait pieds nus. On caresse le sol. On a des foulées qui sont moins importantes, des impacts qui sont moins importants. C'est en fait là-dessus que travaillent maintenant les équipementiers. Donc, c'est pas de correction, on laisse le pied libre. Alors, comment ils ont fait? Eh bien, ils ont créé le drop. Le drop, en fait, c'est la différence entre l'avant et l'arrière du pied. Donc, le principe, c'est que plus le drop est bas, plus la chaussure est minimaliste. En fait, les drops varient entre 0 et 12 mm. Et donc, les premiers qui ont surfé sur cette vague-là, moi, j'ai rencontré Nike il y a quelques années, et ils ont créé la Nike Free Run, qui est en fait avec des drops de 0 mm. Le principe, c'est on laisse le pied libre, la chaussure est souple, elle est légère, elle fait moins de 180 grammes. En gros, le patient se débrouille. Après, on a eu les autres équipementiers qui ont créé des chaussures qui étaient un peu moins légères, mais qui répondaient effectivement aux mêmes critères. Puis après, la Five Finger, là, il n'y a plus rien, c'est 5 doigts, un petit peu de plastique en dessous. Et après, il y a ceux qui courent pieds nus, on en voit à Paris, hein. Il y en a quelques-uns qui courent pieds nus à Paris. Donc c'est l'extrême de la chaussure minimaliste. Alors, pour passer à ce type de course à pied, c'est un peu long, hein. Il faut entre 1 an et 1 an et demi. Tout le monde n'a pas envie de le faire, ça demande de réapprendre la course à pied, c'est des séances courtes. Il y a un risque important de blessure, on voit beaucoup de gens en fait, qui se disent « je vais faire cette course minimaliste » et on les voit arriver avec des tibiales postérieurs qui sont très douloureux, des fibulaires qui sont très douloureux. Voilà. Par contre, ça peut être intéressant sur des gens qui ont des pathologies et on leur dit réapprenez à courir, enlevez les semelles orthopédiques, on vire les semelles orthopédiques et puis on réapprend à courir avec ce type de chaussures minimalistes. Ceux qui n'ont pas envie, on fait le contraire, on met des drops importants de 12 mm comme fait Mizuno et on va les projeter vers l'avant. On va éviter effectivement que les chaînes postérieures travaillent un peu trop et ça peut être une option par rapport à la chaussure minimaliste. Merci. Alors, il y a plein de procédés, hein. On peut en voir plein, il y en a d'autres, mais je fais